Salut à tous, soyez bienvenus pour ce débriefing du Grand Prix du fabriqué en Italie et d'Émilie-Romagne. Ne l'oublions jamais évidemment, le Gran Premio del Made in Italy et d'Émilie-Romagne. Oh, il s'en est passé des choses. De toute façon les amis, à un moment donné quand le débrief débute 20 minutes après l'arrivée du Grand Prix, c'est que le Grand Prix a été assez animé. J'espère que vous allez bien. Victoire donc de Max Verstappen devant Lewis Hamilton et Lando Norris. C'est la première fois d'ailleurs, petit point statistique avant de commencer directement le débriefing, c'est la première fois depuis le Grand Prix de Chine en 2012 qu'on a deux Britanniques sur le podium, Lewis Hamilton et Lando Norris. Ça s'est joué dans les derniers tours, c'était assez serré. Je vois que dans le chat il y a pas mal d'avis déjà et vous êtes déjà assez nombreux les amis. Je vous rappelle, si vous nous regardez sur YouTube, les débriefings ont lieu à 17h30 après le Grand Prix, donc en direct sur Twitch, et ensuite ils sont postés sur YouTube bien évidemment par la suite. Max Verstappen donc qui remporte encore ce Grand Prix d'Émilie-Romagne. Au moins, déjà on va commencer par la chose qui fait très très plaisir véritablement, c'est que depuis Bahreïn, on y est, on a une lutte pour le titre véritablement. On a Verstappen, Hamilton, et ça fait quand même super plaisir. Ça sera très compliqué en tout cas en début de saison pour Hamilton. Qui sait si un petit peu plus tard dans l'année, quand Mercedes arrivera à mieux comprendre cette W12 assez capricieuse, peut-être que tout cela va changer bien évidemment, mais on verra ce que ça va donner au fil de l'année. Mais en tout cas ici, bien sur ce Grand Prix d'Émilie-Romagne, ça a été une très très belle course de la part de Max Verstappen, qui est parti 3ème pourtant, mais qui a pris un départ de feu. Ça, on n'était pas trop surpris non plus, parce que c'était un départ sur piste humide. Bien sûr, une belle averse qui s'est abattue sur Imola avant le départ du Grand Prix, et du coup, le départ sous l'averse. Et déjà, c'est là qu'on a vu vraiment qu'il y aura une lutte entre les deux et que vraiment on ne veut rien lâcher. C'est que dès le premier virage, vous l'avez vu, Lewis Hamilton qui a résisté au maximum à Max Verstappen, mais qui est ensuite allé un petit peu large. Alors on nous dit qu'il a allègrement tamponné Hamilton Verstappen. Écoute, moi Nico, je suis pas à un moment donné c'est un circuit qui est pas très large. Imola, Verstappen était vraiment bien à côté d'Hamilton. Je vois pas trop le problème en fait sur ce qui s'est passé dans le premier virage. Hamilton résiste. À un moment donné, on peut pas passer à deux de front dans cette chicane avec ces conditions assez précaires. Et puis c'est aussi l'occasion pour Verstappen de montrer de quel bois il se chauffe. Après, ce qui s'est passé du côté de Bahreïn, évidemment, il a dû rendre sa place à Lewis Hamilton et rendre la victoire quand même. C'était quand même assez compliqué pour le pilote néerlandais. Donc pour moi, il n'y a pas trop de soucis sur ce qui se passe au début. Et puis ensuite, Verstappen, il gère extrêmement bien. Ça barque finalement Max Verstappen qui dans des conditions difficiles se retrouve très bon, et ça c'est pas une grande surprise. Alors il y a eu effectivement même l'arrêt en fait pour mettre les pneus médiums, il le fait avant Hamilton, donc il s'en sort bien. Ils arrivent à bien jauger également chez Red Bull le bon moment pour chausser les pneus slick. Je trouve que ça s'est plutôt très très bien déroulé de la part de Max Verstappen. Le seul moment chaud, honnêtement, de sa course, si on est tout à fait honnête, le seul moment chaud de la course pour Max Verstappen, c'était avant le restart. Restart qui n'a pas été arrêté, ça a déjà un petit peu déçu, honnêtement, parce qu'après le drapeau rouge consécutif au crash de Russell et Bottas, on aurait eu le droit, le règlement en fait autorise le directeur de course de décider s'il y a un restart lancé ou arrêté. Il aurait très bien pu décider d'un restart arrêté. Bon, c'est le restart lancé qui a été privilégié, mais Verstappen qui nous a fait une petite toupie quand même. Il s'est fait une très très grosse frayeur du côté de Rivazza, Max Verstappen. Donc il aurait pu tout perdre à ce moment-là, parce qu'on l'a vu avec Sergio Pérez, dont on va parler tout à l'heure, bien évidemment, Sergio Pérez qui termine 12ème de ce Grand Prix. On l'a vu, les commissaires de piste peuvent décider de vous mettre une pénalité si jamais il avait fait un tête à queue, il se serait fait passer par Leclerc et qu'il aurait repris sa place. Mais finalement, ça ne s'est pas passé. Donc voilà, heureusement, ça s'est bien déroulé. Alors oui, effectivement, il y a eu beaucoup de trafic avec Hamilton et Verstappen, mais c'est là aussi, Verstappen a réussi à garder une tête froide dans ce trafic qu'il fallait justement maîtriser avec des pneus qui n'étaient pas tout à fait adaptés aux conditions, parce que la piste était encore assez grasse, il faisait pas très chaud, donc la piste s'est pas véritablement séchée, donc c'était quand même assez complexe. Verstappen a très très bien navigué en fait entre toutes les choses qu'on lui lançait comme ça, et ce qui fait qu'à la fin il a fait une très très belle victoire. Alors bien sûr, à partir du moment où il repartait en tête de la meute devant, à ce moment-là c'était Leclerc et Norris, puis Norris et Leclerc, il était quand même assez clair et net justement que Verstappen allait gagner. C'était il allait dominer la fin de course, c'était normal, il avait la meilleure voiture de toute façon, et la piste était très sèche, et il n'y avait pas trop de soucis. Encore un petit peu piégeuse par endroits, si vous sortiez un petit peu la trajectoire, c'était pas tout à fait simple. Mais honnêtement, ça faisait pas de doute, il fallait juste gérer pour Verstappen qui s'impose très facilement. Donc ça, c'est pas une grosse surprise, il gagne avec 22 secondes d'avance, Max Verstappen, donc il a pas trop eu de difficulté dans la dernière partie justement de ce Grand Prix, mais pour autant il ne marque pas le point du meilleur tour, et ça c'est quand même assez intéressant, puisque le point du meilleur tour il revient à Lewis Hamilton. Alors Tyrex effectivement qui mit son investigation, qui vient reconnaître, donc pour l'instant il est 9ème bien sûr. J'essaierai de vous adapter le classement si jamais ça change pendant le débriefing, mais du coup pour Verstappen, alors
à nuancer parce que le week-end n'a pas été parfait parce que hier, il se loupe un peu en qualif. En tout cas, il ne va pas là où la voiture pouvait le mener, hein, puisqu'il s'est qualifié 3ème derrière, derrière Sergio Pérez, son équipier. Alors rassurez-vous, vous me demandez pas mal de choses dans le chat, hein, les amis, vous me demandez évidemment de revenir sur tel ou tel événement. Je fais la liste, hein, vous voyez, je fais les débriefings des 20 courses, des 20 pilotes, donc une par une, on va y aller tranquillement, on arrivera évidemment sur tous les moments pour chaque pilote. Mais du coup, voilà, Verstappen a été quand même très bon en course, et c'est là qu'on lui demande d'être très bon, c'est pas le samedi en qualification. Et puis honnêtement, voilà, en qualif, Verstappen n'est pas forcément le meilleur. Je dis pas qu'il est mauvais, loin de là, parce que j'ai vu que sur Twitter, quand on disait qu'il était pas très bon en qualif, c'était terrible et que ça on se faisait insulter. Il est pas mauvais en qualif, loin de là, Max Verstappen, mais c'est pas le meilleur justement dans cet exercice. Donc pour moi, il n'y a pas trop de problème, bien évidemment, pour Verstappen sur sa 3ème place. C'était très serré évidemment entre le top 3 en qualif, et il remporte une très très jolie victoire, Max Verstappen, qui revient donc maintenant à un point au championnat de Lewis Hamilton. Alors Hamilton, lui par contre, pour le coup, beaucoup vont évidemment dire que voilà, il a de la chance, hein. Benoît Paire va nous commenter dans le chat qu'il a justement la chatte, Lewis Hamilton. Je suis d'accord et pas d'accord, c'est-à-dire que on le remarque maintenant depuis très longtemps, Lewis Hamilton, c'est qu'il arrive quand même toujours à se sauver de situations assez complexes, et finalement, son erreur qu'il a effectuée à Tosa, merci Julien pour le follow, l'erreur qu'il effectue à Tosa, on peut dire qu'il a de la chance que ce ne soit pas pire, mais en même temps, il a réussi à garder justement la tête froide pour reculer. Alors, on nous dit, est-ce qu'on en parle justement de Hamilton qui est revenu sur la piste en marche arrière alors que c'est interdit, est-ce qu'il paraît? Moi je pense qu'il n'y a rien qui interdit réellement ce qu'il a fait. À un moment donné, si les voitures de Formule 1 ont des marches arrière, c'est mieux qu'elles puissent manœuvrer, hein. Ça me semblerait incroyable. La FIA n'a visiblement pas songé à véritablement enquêter sur ce qui s'est passé ici. Donc voilà, Lewis Hamilton, alors, il a eu beaucoup de chance quand même, évidemment qu'il y a eu le drapeau rouge juste après, ça lui a permis de se relancer dans la course et de faire toute cette fin de course avec les dépassements. Mais à part ça, honnêtement, voilà, il fait ce qu'il peut au départ, il se fait un petit peu pousser par Verstappen, des dégâts donc sur cette Mercedes. À quel point évidemment ça l'a handicapé au début de course, ça on ne peut pas le savoir pour l'instant, bien sûr, il faudra attendre les données, le débriefing, le très bon débriefing d'ailleurs de Mercedes qu'ils postent toujours sur leur chaîne YouTube dans les jours à venir. Donc ça, pour l'instant, on ne peut pas tout à fait définir à quel point ça l'a handicapé. Il s'arrête au 28e tour pour chausser ses pneus médiums. On aurait pu penser que le tour supplémentaire peut-être aurait pu l'aider, hein. Il aurait pu d'ailleurs faire l'overcut sur Verstappen, qui aurait eu des difficultés sur son tour de sortie, mais il a fait un très beau tour de sortie, le pilote néerlandais. Et puis ce petit crash à Tosa, cette petite sortie. Alors voilà, c'était dans des circonstances très particulières. Il a essayé de pousser pour évidemment rattraper Verstappen le plus possible. Il y avait tout ce trafic, il passe une Williams, mais il se retrouve pas dans une position de top. Il sort large. Voilà, c'est un petit peu fouillé à ce moment-là. Le drapeau rouge le sauve un tout petit peu aussi. On va pas se le cacher. Et puis ensuite, encore une fois, ça c'est en fait le vrai truc, c'est qu'à un moment donné, Lewis Hamilton, j'ai beaucoup de mal parce que beaucoup disent oui, c'est un champion de pacotille, il a la meilleure voiture, ceci, cela, patati patata. Même si aujourd'hui il a la meilleure voiture, c'est-à-dire que en 30 tours, il est remonté de la 9e à la 2e place, Lewis Hamilton. Sur un circuit où c'est difficile de dépasser, et évidemment le DRS a été d'une grande aide, bien sûr, mais il l'a fait sans trop se précipiter, sans prendre de risques absolument inutiles. Et surtout, il le fait alors que son équipier à côté a fait une course, et même un week-end, si on le prend au sens large, absolument catastrophique. À un moment donné, je pense qu'il faut, et on l'a dit d'ailleurs dans le Racing Café de ce jeudi où on parlait avec Daniel Ortelli, voilà, à un moment donné, je pense que Lewis Hamilton, il faut quand même réussir à le mettre vraiment dans le domaine des tout grands, parce que remonter comme ça, c'était pas simple. On a même pensé, moi je vous le disais honnêtement, je pensais que le DRS n'allait pas être assez efficace pour gommer justement tout ce qu'il perdait dans les portions sinueuses face à Norris en fin de course, et que Norris allait pouvoir terminer 2e. Finalement, le DRS a été bien suffisant. Et alors, d'un côté, je peux comprendre effectivement ce que les gens disent, que ce n'est pas top effectivement d'avoir ce DRS et que ça enlève un petit peu de la course. Après, sur un circuit comme Imola, il n'y a qu'une seule zone DRS. Je peux comprendre effectivement que ce soit utilisé et que voilà, ça n'a pas notamment dénaturé. Alors oui, Norris serait resté devant, mais après bon, ça nous a permis d'avoir quand même une petite bataille, ça a permis d'avoir les quelques tentatives d'Hamilton qu'on n'aurait pas forcément eu avant, parce qu'on se suit moins bien qu'en 2005 et 2006 quand on a eu les super bagarres entre Fernando Alonso et Michael Schumacher. Donc Hamilton qui conserve la tête du championnat, du coup, si je dis pas de bêtises, hein, il conserve la tête du championnat avec un point d'avance sur Max Verstappen. Il a le meilleur tour, un petit peu aidé justement par le coup du DRS derrière Norris. Mais voilà, très très bien géré quand même. Encore une fois, voilà, il lui arrive des choses qui ne sont pas forcément top.
il arrive toujours à en refaire eh bien, les meilleures choses. Alors par exemple, Hervé Rallycross, tu demandes, quand Hamilton sort, est-ce que c'est pas la Williams de s'écarter de la bonne trajectoire? Je pense que là, c'était vraiment très compliqué parce que t'avais justement, t'avais Verstappen et Hamilton qui étaient en bataille vraiment très serrés, et t'avais tous les retardataires qui étaient aussi dans leur course en bataille, tous dans des conditions un petit peu difficiles, en pneus slick, sur une piste glissante. Je pense que là, c'est juste, il y a juste beaucoup de circonstances et il n'y a pas de blâme à apporter en fait. Hamilton fait la faute, et il s'en est d'ailleurs beaucoup voulu. Hein. D'ailleurs, c'est peut-être là finalement qu'on peut dire que c'est pas la faute de George Russell, c'est qu'il s'en est énormément voulu. Hein. Lewis Hamilton, il était vraiment livide dans la pit lane, je l'ai rarement vu comme ça, à ressasser cette erreur, on l'a vraiment vu rarement comme ça, mais ça lui a donné aussi peut-être la force de remonter en fin de course. Salut à l'ami Daniel Ortelli qui vient de nous rejoindre dans le chat. Quel Grand Prix, tu as tout à fait raison. Ça, je suis tout à fait d'accord. On a eu un très très joli Grand Prix d'Émilie-Romagne aujourd'hui, enfin du Made in Italy, bien évidemment, et d'Émilie-Romagne, mais du coup, Lewis Hamilton conserve la tête du championnat du monde avec sa victoire, et donc cette deuxième place ici au Grand Prix d'Imola. Je le souhaite, je l'appelle de mes voeux, cette bagarre Verstappen-Hamilton pendant toute la saison, ce serait assez extraordinaire. Et surtout qu'aujourd'hui, pour la première fois du coup, eh ben on les a vus, enfin non, pour la deuxième fois après Bahreïn, c'était vraiment en 1 contre 1, c'est-à-dire que... Et encore en 1 contre 1 non, parce que c'était plutôt 2 contre 1 pour Mercedes à Bahreïn, mais ici voilà, c'était du 1 contre 1, les équipiers étaient un petit peu aux fraises, donc il y avait pas de souci. C'était vraiment top. Comme le dit Louis, effectivement, il y a la bataille Verstappen-Hamilton, et à côté, il y a Stroll, Bottas, Russell, Raikkonen, et Mick Schumacher qui est aussi au milieu du jeu de quilles avec son char à voile. Ils font vraiment ce qu'ils peuvent. Les pilotes, ils font vraiment ce qu'ils peuvent à ce moment-là, et Hamilton fait une faute. Ça arrive, c'est pas le premier, c'est pas le dernier, mais il s'est très très bien récupéré par la suite, bien évidemment. C'était assez compliqué. Salut à l'ami Emmanuel Touzeau. Manu qui reviendra demain évidemment dans le Racing Café, les amis, demain soir, hein, on rappelle 20h30 sur Twitch. On va regarder un Grand Prix de Formule 1, un ancien Grand Prix, mais lequel? C'est à vous de voter, hein. Allez sur mon Twitter, n'hésitez pas, et vous pouvez voter pour votre course préférée dans les 4 que je vous propose. Alors les amis, maintenant, la 3e place, là c'était un petit peu la surprise. Si je regarde ce qu'on avait dit dans les pronostics de ce jeudi, on l'avait pas vu venir lui, hein, je pense. Je reprends, voilà, on a l'ancienne ici, hein, bien sûr, mais je reprends, je vois pas de Lando Norris sur le podium, mais c'est une très très jolie course du pilote britannique, un super week-end en fait de Lando Norris. Alors, vendredi, les McLaren étaient aux abonnés absents. C'est vrai que Norris et Ricciardo n'étaient pas là, honnêtement, mais en fait, je pense qu'ils ont simplement fait leur travail tranquillement, ils ont préparé, et ensuite en qualif, Norris qui fait un tour extraordinaire. Lando Norris, j'ai même cru qu'il allait choper la pole. Bon, alors évidemment, le tour a été invalidé, mais c'est pas sur le moment où il sort large qu'il perd, en fait, enfin, qu'il gagne tout ce temps-là. Donc je pense qu'il aurait mérité cette 3e place. C'est dommage, cette petite erreur d'appréciation, ce petit moment où il allait un petit peu au large, et il a donc gagné un avantage, et c'était très clair. Cette fois-ci, il n'y a pas de souci, c'était très clair de A à Z dans le briefing des pilotes et dans les notes du commissaire de course. Vous sortez large à ces endroits-là, on vous annule votre tour, donc il n'y a aucun problème. Hervé, tu nous demandes pour Bottas et Russell, on en parlera après, hein. On en parlera en fin de débrief évidemment, puisqu'ils sont là, hein, ils sont tout en bas, hein. Bottas et Russell évidemment, avec les abandons, 4 abandons au total dans ce Grand Prix. Vettel aussi, puisqu'il a abandonné alors qu'il a été classé 15e au final. Mais Norris, c'était vraiment une super course, et du coup, il se retrouve pas top en qualif, hein, il se retrouve pas bien placé sur la grille de départ, et il a quand même extraordinairement bien géré, et je pense franchement que Lando Norris devient maintenant un pilote sur lequel il faut vraiment compter pour l'avenir, et ça fait plaisir. Et le moment où il aura vraiment une voiture excellente, parce que la McLaren pour l'instant elle est très bonne, ça je ne le conteste pas, mais quand elle sera encore vraiment, le jour où il a une voiture qui pourra jouer le titre, il faudra faire attention à Lando Norris, qu'il a dit cette année il veut faire moins d'idiotie, moins de côté, ça va peut-être être moins sympa à suivre, certes, mais à un moment donné, si ça lui permet de mieux se concentrer sur ce qui doit se passer dans la monoplace, c'est très bien pour lui. Lando Norris, il est 3e du championnat, hein, maintenant évidemment avec ses belles 4e et 3e places. C'est un nouveau podium pour lui en Formule 1. Il s'est vraiment très 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 bien débrouillé, et je l'ai trouvé très, très offensif, un bon départ. Il fait une très très belle course, il passe Charles Leclerc au restart. Il savait que c'était super important parce qu'il savait quand même que la McLaren avait un meilleur rythme que la Ferrari, même si en fin de course c'était assez similaire, mais il passe Leclerc pour la 2e place au restart. Il finit 3e juste parce que derrière lui il y a Lewis Hamilton qui arrive avec une Mercedes incroyable, mais franchement, Lando Norris, je pense qu'il faudra vraiment compter sur lui pour le futur, et à mon avis, Daniel Ricciardo se rend compte maintenant, si jamais c'était pas encore le cas, que ça va pas être très simple, ça va pas être facile cette année et les années à venir. On le souhaite, hein, que le duo dure le plus longtemps possible chez McLaren. Je vous l'avoue, moi, si on pouvait avoir une lutte pour le titre avec les deux McLaren de Lando Norris et Daniel Ricciardo dans les années à venir, ce serait absolument génial pour la F1 et pour moi, qui donne mon avis là-dessus.
Donc vraiment, il se rend compte que ça va pas être simple, hein, Daniel Ricciardo, et ça va vraiment nous valoir une superbe rivalité entre ces deux pilotes. Rivalité qui sera pas forcément imbitable et scandaleuse entre les deux, comme on essaie de nous faire croire dans Drive to Survive entre Sainz et Norris l'an dernier. Peut-être que ça restera une rivalité tout à fait cordiale, mais par contre, ça vaudra quand même son pesant de cacahuètes, parce que Lando Norris, il montre que c'est un excellent pilote. Vraiment, c'était trop top ce qu'il nous a fait ici. Lando Norris. Alors oui, effectivement, ouais, il y a un peu de chance parce que Leclerc se fait un peu piéger sur le restart, évidemment. Après, c'est arrivé à l'avant-dernier virage, donc Leclerc avait le temps de se remobiliser, mais c'est vrai que Verstappen est parti très tôt. Je m'attendais d'ailleurs à ce qu'il parte pas aussi tôt que ça, hein, sur les restarts Max Verstappen, parce que la ligne droite est extrêmement longue. On pouvait imaginer quelque chose d'un peu similaire à ce qui s'est passé au Mugello l'an dernier, hein, avec un Bottas qui attend très longtemps avant de repartir. Je pensais que Verstappen a utilisé cette stratégie-là, mais ça n'a pas été le cas pour Max, donc. Mais Lando Norris, 3ème, c'est totalement mérité. Il a fait un très joli week-end. Et vraiment, pourvu que ça dure, et on a hâte de se retrouver le 2 mai pour le Grand Prix du Portugal avec Lando Norris, parce qu'à mon avis, il y aura de très jolies choses pour le pilote britannique de chez McLaren. Charles Leclerc et Carlos Sainz, je vais vous faire un package, hein, voilà, je vous fais un paquet cadeau avec les deux Ferrari, si ça ne vous dérange pas. Écoutez, voilà, Ferrari, ils se pas mal du tout. Hein, je vais pas dire Ferrari is back non plus, parce que Ferrari doit être véritablement au sommet de la hiérarchie. Mais Ferrari se reprend très bien. 4 et 5. Leclerc qui encore une fois nous a sorti un tour de qualif de mutant. Ça c'est vraiment c'est sa spécialité maintenant. Charles Leclerc c'est vraiment assez extraordinaire ce qui nous réalise à chaque fois ici. Voilà, encore une super qualif de Charles Leclerc. Il fait une très belle course, malgré son petit tête à queue lors du tour de chauffe. Mais voilà, il s'est directement mis 3ème au premier tour. Il a eu le rythme pendant la course. Carlos Sainz, moi j'ai un petit peu, il y a un petit peu plus de bémol. Il a fait un très bon Grand Prix à Bahreïn, en tout cas un week-end qui était pas mauvais du tout par rapport à son équipier. Ici, honnêtement, c'était quand même assez difficile pour Carlos Sainz. Il y a eu une qualif où il n'arrive pas à être au niveau de Leclerc, mais en même temps, je ne vais pas le blâmer, c'est très difficile d'être au niveau de Charles Leclerc en qualification. Mais bon, il se retrouve quand même éliminé en Q2. Et puis en course, il y a eu beaucoup d'approximations. Je pense même qu'il se retrouve 5ème, c'est quasiment un petit peu chanceux, mais il y a eu pas mal de sorties au large. Enfin, voilà, on sent qu'il n'est pas encore tout à fait à l'aise dans sa voiture, Carlos Sainz, mais qu'il y a quand même de la solidité et que voilà, on peut compter sur lui. Ferrari qui fait 4 et 5, c'est plus arrivé maintenant, on a l'impression depuis des lustres. C'est arrivé à un classement meilleur encore évidemment au Grand Prix de Turquie l'année dernière, mais voilà, un 4 et 5 comme ça, il faut maintenant pouvoir confirmer en fait chez Ferrari. Et effectivement, comme tu dis Louis, je pense que Sainz a aussi été aidé lui par le drapeau rouge parce qu'il a pu se remettre un petit peu au niveau. La première moitié de course de Carlos Sainz, elle n'est pas top, mais au final, avec justement le drapeau rouge, le petit reset qu'on a eu, il se retrouve plutôt très bien classé avec une belle 5ème place pour lui. Donc je pense aussi que ça va être plutôt sympathique pour nos amis de chez Ferrari, pour Leclerc et Sainz. Globalement, sur ce Grand Prix, il y a quand même beaucoup de pilotes qui bénéficient aussi du drapeau rouge, qui ont pu se remettre. Je pense notamment à Pierre Gasly, dont je vais vous parler dans quelques instants. J'ai pas eu l'impression qu'il y a eu énormément de grands perdants tant que ça sur le drapeau rouge, mais il y en a évidemment qui se retrouvent à des positions qui sont un petit peu plus flatteuses que celles qu'ils auraient pu avoir. Alors on me demandait d'ailleurs si j'avais eu la réaction de George Russell. Je vais regarder justement un petit peu les réactions pour vous en parler tout à l'heure, évidemment, de George Russell et Valtteri Bottas. Donc au niveau de ce gros crash quand même qu'on a eu pendant ce Grand Prix. Mais en tout cas, voilà, Ferrari, un week-end qui fait plaisir en Italie, c'est quand même bien, parce que autant vous dire que les week-ends italiens l'an dernier, c'était l'enfer, bien évidemment, que ce soit à Monza, au Mugello, à Imola, c'était une catastrophe absolue. Oui, effectivement, oui, c'est vrai que oui, Leclerc pouvait clairement jouer podium sans le drapeau rouge, avec tout ce qui s'était passé avant. Effectivement, c'est peut-être lui le plus gros perdant, mais il finit quand même 4ème, donc ça va, ça sauve plus que les meubles, et ça fait plaisir quand même pour Ferrari. Daniel Ricciardo 6ème, écoutez, moi je n'ai rien noté quasiment de sa course. Voilà, Ricciardo, alors après je m'excuse, j'ai pas forcément regardé la course de manière totalement à fond, j'ai été un petit peu occupé pendant, mais rassurez-vous, j'ai quand même suivi. Mais Ricciardo, écoutez, voilà, on sent que il se dit peut-être qu'il faut vraiment hausser son niveau de jeu pour aller chercher Norris. C'est-à-dire que j'ai pas l'impression que Ricciardo fasse vraiment du mauvais travail, parce que là il fait 6ème, c'est un peu la place où il est tout le week-end, enfin voilà, t'as l'impression qu'il est un petit peu au niveau de la McLaren, mais en fait j'ai cette sensation un peu comme l'an dernier chez AlphaTauri, où j'avais pas l'impression que Daniel Kvyat faisait une très mauvaise saison, il était pas très bon, mais j'avais pas l'impression qu'il était vraiment mauvais.
Et par contre, à côté, il y avait Pierre Gasly qui, lui, surnageait et était au top. Bah là, j'ai un petit peu l'impression, c'est-à-dire que je pense que Ricciardo, il n'est pas forcément encore déjà à fond, vraiment avec sa monoplace, et ça va forcément jouer un petit peu. Hein. On l'a vu quand il avait débuté chez Renault en 2019. Mais j'ai pas l'impression qu'il fait franchement des mauvaises courses ou des mauvais week-ends. Mais par contre, à côté, on a Lando Norris qui est extraordinaire pour l'instant cette saison. Donc il faut voir ce que ça donne. On l'a pas vu du week-end, mais il fait des 6e quand même. Donc ça fait que McLaren fait 3 et 6, ça fait des gros points. Et c'est tout ce qui compte évidemment à ce moment-là. Chez McLaren, on est 3e du championnat pour l'instant. On a 7 points d'avance encore sur Ferrari. La lutte pour la 3e place sera serrée entre McLaren et Ferrari visiblement cette année. Donc on va voir évidemment ce que ça va donner. Mais en tout cas, voilà, Ricciardo, moi j'ai rien noté de spécial. Et visiblement, la réalisation non plus n'avait rien noté. Lance Stroll, lui, termine 7e. Bah écoutez, Stroll... Je pense que beaucoup vont devoir faire leur mea culpa face à Lance Stroll parce que c'est lui maintenant vraiment l'assurance tout risque de chez Aston Martin. Il commence quand même pas facilement ce Grand Prix parce qu'il y a quand même le feu à l'arrière droit. Ils doivent changer un petit peu son frein parce que ça avait fondu. Enfin, c'était quand même assez compliqué. Il a fallu faire des réparations de fortune sur la grille. Derrière, il fait encore une super course, quoi. Il fait une course solide. C'est pas forcément sur lui que je vais compter. Voilà. Par exemple, voilà. Si un jour Aston Martin devait jouer le titre, par exemple, je compterais pas sur lui pour aller chercher le titre chez les pilotes, mais je compterais sur lui pour assurer vraiment un très bon titre constructeur chez Aston Martin. Je le sens vraiment, il peut avoir ce rôle de deuxième pilote solide, qui ira chercher, si un jour la voiture lui permet, qui ira chercher sa petite victoire par-ci par-là, mais qui au moins est solide. C'est un petit peu comme un Bottas, si vous voulez, chez Mercedes, et là c'est pas parce que vous allez me dire si tu compares à Bottas c'est que t'es vraiment très méchant, c'est pas pour être méchant du tout, voilà, faut juste qu'il arrive à canaliser ce côté peut-être, est-ce qu'il croit pouvoir aller chercher le titre, comme c'est encore le cas de Bottas. Je pense que Bottas fait beaucoup d'erreurs à surpilote parce qu'il pense pouvoir aller chercher le titre et qu'il sent juste la pression, mais si Stroll se retrouve avec si Stroll se retrouve avec un pilote vraiment un Verstappen, un Hamilton, vous voyez, vraiment un pilote qu'on met dans la catégorie des très 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 grands, et qui se rend compte, écoute, je peux pas forcément lutter tout de suite, mais on va juste être solide, ça va pas être une équipe très solide. Et je pense qu'il fait taire pas mal de critiques, Lance Stroll, et j'étais le premier à le critiquer quand il arrive en 2017 en Formule 1. Pour moi, c'était trop tôt, mais il a réussi vraiment à bien se concentrer, bien se focaliser là-dessus. Et c'est pas, je pense qu'il est pas chez Aston, parce que il est plus maintenant chez Aston parce que c'est le fils du père, et c'est le fils du patron, si vous voulez. À un moment donné, il a prouvé maintenant qu'il avait cette place, et ça tombe bien parce que chez Aston, ils ont peut-être justement recruté Vettel en se disant voilà, on va avoir notre garantie, ça va être Vettel, quadruple champion du monde, tout ça, et Vettel pour l'instant il met pas un pied devant l'autre, donc forcément c'est très très bon d'avoir Lance Stroll à côté, parce que si vous aviez quelqu'un qui était pas au niveau, Lance Stroll, si vous le mettez qui était pas au niveau, il y aurait 0 points chez Aston Martin aujourd'hui. Donc là, ce serait vraiment gênant pour eux. Du coup, Stroll, il est quand même 9e du championnat avec 7 points sur une voiture qui est toujours assez compliquée à maîtriser. Alors oui, il a plus de chance que Vettel, je dis pas. Vettel a pas mal de malchance, bien évidemment, mais il n'est pas non plus au niveau auquel on peut l'imaginer si la voiture lui convient parfaitement et qu'il revient dans ses années Red Bull. Hein. On peut imaginer qu'il est capable quand même de bien mieux que ça, Sébastien Vettel. Par contre, chez Aston Martin, il y a juste un truc maintenant qui est vraiment très difficile à accepter de leur part. C'est ce chouinage constant sur le règlement, et patati, et maintenant on va attaquer la FIA parce que c'est un scandale ce qu'ils ont fait. À un moment donné, là, j'avoue que ils ont réussi, c'est vraiment dommage, parce qu'ils se sont construits une image, c'était une guerre d'image de toute façon, le retour d'Aston Martin en Formule 1, une image très hype, très classe, très britannique, parce que quand vous voyez la présentation, il y a quand même James Bond, il y a tout ça, c'est un petit peu l'incarnation du flegme britannique. Et là, maintenant, on en est sur vraiment, on a la sensation de plus en plus que ce sont des mauvais perdants. C'est-à-dire que oui, le règlement favorise pas forcément les voitures qui ont un faible wake, une faible inclinaison vers l'avant. Donc, prenez que ça, c'est l'avant de la voiture. Si la voiture, elle est comme ça, c'est plus pratique pour eux avec le règlement. À un moment donné, j'ai envie de dire, si vous allez... C'est un pari d'aller chercher la Mercedes, entre guillemets, de 2019. Ça a bien marché l'an dernier. Après, voilà, le pari n'a pas forcément été réussi cette année. Ils n'ont pas les ressources pour la développer. Maintenant, faire tout ce qu'ils ont dit tout le week-end, à dire on va attaquer la FIA, c'est scandaleux, là, je trouve que c'est pas top du tout. Parce que dans ce cas-là, toutes les précédentes équipes dans l'histoire de la F1, à chaque année, de toute façon, en F1, il y a eu un règlement qui a été fait véritablement pour faire perdre une équipe. C'est pas pour cacher. À un moment donné, quand on change les règles fin 2004, c'est en partie parce qu'on veut casser la domination Ferrari. Quand on remet tout à zéro fin 2008, il y a plein de choses comme ça. On change toujours des règles, souvent parce qu'il y a des périodes de domination. On essaye de le faire depuis 2014 avec Mercedes, ça ne marche pas. Mais c'est souvent comme ça, quand il y a un petit changement de règlement, c'est souvent pour pouvoir casser une domination.
Là, en plus, c'est pas Aston Martin qui dominait, mais venir dire oui, c'est contre nous, machin, je trouve que ça le fait vraiment pas, et c'est pas top, et ça donne surtout une très mauvaise image d'Aston Martin. Culture, je suis assez d'accord avec toi, Otmar Zafnauer, il est pas top au niveau de cette communication-là. Lawrence Stroll n'est pas excellent non plus quand on regarde le documentaire Drive to Survive. Faut qu'il fasse un petit peu attention. Je pense qu'Aston Martin, quand on est dans cette situation-là, au lieu de hurler partout, en fait, le truc, c'est que t'as deux possibilités. Soit tu te dis, bon bah ok, on s'est planté, on bosse, on se tait, on fait le maximum, on bosse, on montre un visage optimiste. Si tu fais comme ils le font, à dire mais c'est un scandale, si tu fais le Calimero, bah c'est que tu sais en fait que t'as peut-être pas forcément le niveau pour remonter. Et c'est peut-être justement en plus un aveu de faiblesse de l'équipe Aston Martin de dire bah écoutez oui, on n'est pas bon, on n'y arrive pas, et ben on va dire que c'est de la faute de la FIA. Voilà, parce qu'on se défausse complètement de ses responsabilités. Et c'est un petit peu ça qui est un petit peu risqué. C'est ça, Manu, j'imagine Lawrence Stroll qui rentre dans les bureaux des commissaires de la FIA et qui dit I am extremely angry. On va dire oui d'accord, mais pourquoi monsieur Stroll, rien à foutre, barrez-vous. Donc voilà, c'est assez compliqué. Il faut vraiment voilà, bosser, dire bah écoute voilà ça va aller, on va se battre, on va remonter. Là, ça fait vraiment un peu l'enfant pourri gâté qui n'a pas le jouet qu'il a demandé et qui dit bah, c'est un scandale, on veut me faire du mal. Et ça, je trouve que c'est pas top. Je voulais un petit peu en parler évidemment en évoquant les pilotes Aston Martin, véritablement. Mais on verra en tout cas ce que ça va donner pour aussi Sébastien Vettel, dont je vais vous parler tout à l'heure. Bien évidemment, Pierre Gasly termine 8ème. Alors lui, il revient de tellement loin, Gasly, parce que c'est dommage, hein, moi je l'avais mis sur le podium, hein, parce que je pense sincèrement qu'il y avait les moyens avec cette AlphaTauri ce week-end. La pluie est venue en distribuer les cartes, c'est un petit peu dommage. Mais alors honnêtement, la stratégie du début, alors le mettre sur les pneus full wet, je suis pas tout à fait d'accord avec tous ceux qui disent que c'était une connerie au départ. Pourquoi ? On a Alonso qui sort, on a pas mal de pilotes qui font des boulettes pendant le tour de mise en grille. Je me dis, ils jouent la sécurité. Il y a à ce moment-là encore le radar où on se dit, il va peut-être pleuvoir. S'il pleut en début de Grand Prix, il s'arrête pas, les autres s'arrêtent. Ils se retrouvent bien devant. Ça, vraiment, il n'y a aucun problème. Mais pourquoi attendre 14 tours ? C'est-à-dire qu'à un moment donné, faut juste... C'est compliqué, quoi. Alors, ok, visiblement, il pleuvait un petit peu dans la Pitelle. Alors, je sais pas s'il pleuvait juste devant le muret des stands d'AlphaTauri. Je sais pas. C'est peut-être la raison qui fait que c'était les seuls à avoir toutes ces gouttes de pluie. Mais à un moment donné, tu vois que le mec, Gasly, il était à la rue complet. Enfin, c'était incroyable. Il arrivait à garder une place potable parce que c'est Imola que c'est très difficile pour doubler. Mais il était à la rue complet. C'était une catastrophe. Il y a en plus une voiture de sécurité qui rentre au premier tour en piste. À ce moment-là, je me dis, écoute, t'as eu le temps quand même sur le premier tour de dire bah voilà, c'est une catastrophe par rapport à ceux qui sont en intermédiaire, on rentre au stand, fait comme Ocon. C'était la bonne stratégie Ocon. Il est pas parti sur les bons pneus, il est rentré, il a mis ses intermédiaires, il a fini les points. Là, j'avoue que j'ai pas compris du tout ce qui s'est passé chez AlphaTauri, mais on rappelle AlphaTauri qui en gros, Monza, c'est un coup stratégique de génie, gagne sur justement ce qui se passe après, mais le coup de je m'arrête au stand et puis la safety car vient après, ça a failli leur détruire leur course. Donc ils ont eu la chance que la voie des stands soit fermée. Donc là tactiquement, c'était pas top. Gasly fait 8. C'est dommage. Il y avait moyen de faire mieux, je pense, ce week-end pour AlphaTauri. Et au moins, voilà, s'il avait arrêté 3-4 tours après le départ de la course, ou au 5-6e, il aurait pu refaire des tours très, très bons sans le trafic, et ça aurait pu mieux jouer pour lui. Après, bon, il arrive quand même à faire 8e, il fait une belle course aussi, hein, Pierre Gasly, il s'est bien retrouvé à la fin. Mais je trouve que là, niveau stratégie, c'était assez compliqué. Vraiment, c'était très, très, très compliqué. Ouais, c'est ça, Hervé, effectivement, on pouvait tenter avec Tsunoda. Tsunoda part en intermédiaire, ils ont peut-être pu le mettre en full wet pour tenter quelque chose alors qu'il partait dernier. Particulier ce qui s'est passé chez AlphaTauri, mais au moins Gasly finit 8ème. Il prouve qu'il a encore l'assurance tout risque d'AlphaTauri, c'est important, après la désillusion évidemment de Bahreïn. Maintenant, si au Portugal, l'AlphaTauri est encore performante, après elle l'a été à Bahreïn, elle l'a été à Imola, donc il n'y a pas de raison qu'elle ne le soit pas. Si au Portugal, c'est encore une 5ème place sur la grille pour Gasly, va falloir concrétiser. Va falloir finir P5 minimum en course pour montrer quand même qu'on a les crocs et qu'on est là, parce qu'il ne faut pas jeter trop d'opportunités chez AlphaTauri. On n'a aucune idée du rythme de développement, même si 2022 évidemment va être dans l'esprit de tout le monde. On n'a aucune idée de à quel point les autres vont améliorer leur voiture et est-ce qu'AlphaTauri va pouvoir suivre. Donc vraiment, va falloir voir. Comme tu dis Louis, en rythme ils sont proches de Ferrari et McLaren, voire peut-être même un peu devant. Mais pour l'instant, AlphaTauri, ils ont 6 points, les autres, McLaren en a 41, Ferrari 34. Donc c'est peut-être là aussi que la bagarre pour la 3ème place du championnat se joue en ce début de saison très clairement.
Kimi Raikkonen qui fait 9ème. Alors là, Kimi Raikkonen, on espère qu'il va rester 9ème. Bon, il y a toujours cette investigation autour de lui. Pour le moment, j'ai pas vu d'infos. En tout cas, quant à Kimi Raikkonen, qui a donc eu, voilà, il y a un petit problème visiblement au niveau de la procédure de restart lancé. Mais en tout cas, voilà, on va voir un petit peu ce que ça va donner. Bien évidemment. Mais il finit 9ème, le Kimi, 400 Grand Prix, 400e Grand Prix, mesdames et messieurs. Il est convoqué à 18h15. Merci Tyrex, donc on n'aura pas les infos malheureusement à la fin de ce débrief. Si jamais il est pénalisé, sachez, si vous êtes sur YouTube, les amis, que j'ai fait ça avant. Alors Léo, tu nous demandes, ça tombe très bien ce que tu nous dis là, parce que tu me demandes dans le chat, Hamilton ne mérite pas une pénalité pour reculer dans le bac à gravier. Eh bien écoute, je te donne tout de suite ce que dit l'ami Emmanuel Touzeau sur Twitter, tout simplement. Il a été très précis, très clair. Il a dit: je dis beaucoup depuis tout à l'heure qu'il est interdit de faire une marche arrière dans les graviers et que Hamilton aurait dû être pénalisé. C'est faux. Tant que c'est sécurisé, ils peuvent reculer dans les graviers. Voilà. À un moment donné, les amis, il y a 8 vitesses et une marche arrière. Elle est là pour être utilisée. Donc, tu as le droit de l'utiliser. Donc, il a fait. Il n'y a aucune pénalité à donner à Lewis Hamilton. Voilà. Il s'est sorti de sa position dangereuse. Tout va bien. Je trouve qu'il n'y a vraiment aucun problème, véritablement, sur ce qui s'est passé avec Lewis Hamilton. Mais donc, le père Kimi... écoutez, alors il y a sa petite boulette, il fait petite glissade quand même, un petit attaque avant le restart. Comme quoi, même après 400 Grands Prix, on peut encore évidemment se retrouver comme ça, voilà. Mais honnêtement, ça a très bien marché pour lui. Dommage pour Giovinazzi, je vais l'inclure parce que Giovinazzi finit 14ème. C'est dommage parce qu'on pouvait avoir les deux Alfa Romeo dans les points, ce qui aurait été très bon. Malheureusement, il a dû rentrer, enlever un débris en fait en fin de course. Malheureusement, c'est vraiment dommage. Il y a 334 Kimi. Pourquoi je dis 400 ? Mais j'ai vu le truc de 400 Grand Prix. Attends, c'était quoi ce bordel ? J'ai vu Kimi 400 Grand Prix tout à l'heure sur Twitter. Pourquoi je dis 400 ? C'est son ingé qui a... Ah oui, pardon, oui, c'est ça. Excuse-moi, oui, c'était son ingé qui était à 400 Grand Prix, je suis con, moi. Excusez-moi, oui, il a mis ça sur son casque pour féliciter son ingénieur, oui, mais c'était pas Kimi qui était à 400. Ça va peut-être pas venir, hein, les 400, je lui souhaite d'arriver à 400, mais là, il sera à 49 ans, en Formule 1. Mais oui, pardon, pas 400, 334, c'est déjà pas mal hein, pour Kimi Raikkonen. Il y a toujours le record, rassurez-vous, les amis. Mais du coup, ça fait 2 points de plus. C'est bien parce que c'est un petit peu difficile pour Alfa Romeo en qualif, un petit peu décevant, sachant qu'on les avait vus bien plus en verve à Bahreïn. Mais du coup, voilà, 9ème, ça marche très très bien. Dommage pour Giovinazzi, donc, qui fait une belle course aussi, qui fait le job. Mais du coup, ce petit souci, petit débris qu'on est allé enlever du frein arrière droit, si je dis pas de bêtises, sur la voiture d'Antonio Giovinazzi en fin de course. Mais en tout cas, Alpha continue de prouver qu'ils ont un duo très solide, et ça, c'est très très bon pour eux. C'est ce qu'il faut quand tu as une écurie de fond de grille, en fait, et c'est ce que n'a pas Haas, évidemment. Il faut des pilotes solides qui sont capables de capitaliser sur les événements. Aujourd'hui, ça marche. Avec Raikkonen 9ème, on va voir si ça tient, évidemment. Pour l'instant, 9ème. Si ça ne tient pas, évidemment, il sera rétrogradé, et je pense malheureusement qu'il perdra ses points. Mais en tout cas, pour l'instant, écoutez, c'est plutôt pas mal du tout, cette affaire. Alors, 10 et 11, eh bien, on a les deux Alpine. Bon, chez Alpine, ça devient quand même compliqué. Pour être honnête, ça devient dur hein, pour Alpine qui n'a pas trop le rythme. Mais par contre, Esteban Ocon, c'est un très très bon week-end qu'il a réalisé par rapport à Fernando Alonso. Il a été devant tout le week-end, donc bien joué. Bien joué Esteban Ocon, qui marque le point de la 10e place devant Alonso. Mais bon, Alpine, j'ai un peu de mal vraiment à vous dire grand-chose sur eux. Alors par contre, quel dommage d'avoir mis les pneus pluie hein, sur la voiture d'Ocon au départ. Il y avait peut-être moyen justement d'espérer mieux. Bien évidemment, s'il était parti en intermédiaire, il a dû s'arrêter au premier tour sous le régime de la voiture de sécurité. Mais à part ça, les amis, voilà, c'est compliqué. C'est très compliqué vraiment hein, pour Alpine. La voiture n'est pas au niveau, mais au moins, contrairement à ce qu'on disait avec Aston, c'est de dire voilà, on va travailler, on se prépare et voilà, on est sur un long programme. Les pilotes au moins sont là, et ça fait plaisir, c'est-à-dire que les pilotes y arrivent. Alors Alonso aujourd'hui n'a peut-être pas été extraordinaire comme on pouvait s'y attendre dans des conditions pareilles, mais au moins les pilotes font plus ou moins le boulot. Il faut juste attendre que la voiture soit au niveau, elle va revenir. Et puis c'est pas en 2021, il y a la chance en 2022 évidemment. Par contre 2022, faut pas se louper, hein. Ça fait partie Alpine des écuries qui sont vraiment attendues au tournant, avec Ferrari notamment, des écuries qui ont perdu un petit peu de leur standing, mais qui ont les moyens de revenir devant. Donc par contre, c'est vraiment en 2022 qu'il va falloir profiter de ça et prendre sa chance. Mais au moins, c'est mieux qu'à Bahreïn où les deux voitures
n'avaient pas pu vraiment tirer leur épingle du jeu. Donc au moins, voilà, ça fait un point. Bon, c'est le premier point d'Alpine en Formule 1, du coup, bien évidemment. Mais ça va être assez compliqué, bien sûr. Après, voilà, Ocon était en Q3. Hein. Ocon a fait une jolie Q3 hier, donc il y a le rythme sur un tour. Vraiment, en course, c'est là on sent que c'est beaucoup plus difficile pour l'Alpine. Mais en tout cas, ici, bah, c'est plutôt pas mal. Effectivement, l'horaire, ils ont dit qu'ils avaient des problèmes de soufflerie chez Alpine, ce qui fait qu'il y a une mauvaise corrélation, évidemment. Alors, je peux l'entendre, il n'y a pas de souci. Après, c'est toujours risqué parce que, comment vous dire, on n'a pas de preuves tangibles, si vous voulez. On peut dire, oui, bah écoutez, voilà, la voiture est pas bonne, on va dire que c'est la soufflerie, alors qu'en fait, il y a peut-être un problème plus fondamental, et peut-être que, voilà, donc, je suis d'accord de leur dire, donnons-leur le bénéfice du doute. Maintenant, est-ce que c'est vraiment le cas? Ça, c'est toujours assez compliqué, mais c'est peut-être le cas, effectivement. Ça arrive, hein, chaque année, vous avez de toute façon, d'un moment, des mauvaises corrélations entre la soufflerie et la piste, ça peut arriver. Et du coup, bah voilà, si c'est le cas, c'est dommage pour Alpine. Si c'est pas le cas, c'est dommage de se mettre derrière une fausse excuse, mais j'ai pas l'impression que ce soit maintenant le genre de la maison mené par David Brivio maintenant. Je suis pas tout à fait certain. Donc ça peut être de la com, l'horaire. Après, ça me semble quand même pas déconnant. C'est-à-dire que la voiture était pas mauvaise du tout l'an dernier. Là, se louper à ce point-là, ça peut se comprendre. Surtout que elle peut se montrer un peu rapide en qualif, mais c'est plus dur sur les deux courses. Donc ça peut être possiblement ça quand même. Je pense quand même qu'il y a moyen, mais on n'a pas le moyen de le dire avec certitude actuellement. Donc, bah écoutez, dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Bah, on va prendre pour argent comptant ce que dit l'équipe et on va voir ce que ça donne. Qui me dit que si ça avait été chez Aston, ils auraient porté plainte contre la soufflerie. I'm extremely angry. La soufflerie qui fait je comprends pas. Je sais pas ce qui se passe. Bon, alors Sergio Perez termine 12ème. Là, bon, c'était dur hein, pour Perez aujourd'hui avec la Red Bull. Il est top en qualif. Au moins, on a beau dire ce qu'on veut. Il bat Verstappen pour sa deuxième qualif chez Red Bull. C'est déjà un truc qu'on n'a pas vu avec Gasly Albon. Quoique Albon, il fait ex-aequo avec Verstappen à Suzuka hein, pour ses premières qualifs aussi. Donc attention que ce soit pas l'embellie qui masque un petit peu des difficultés. Par contre, aujourd'hui, Perez, ouais, c'était compliqué. Hein. C'était très compliqué. Il est donc quatrième après le premier tour parce qu'il se fait dépasser par Verstappen et par Charles Leclerc après une petite faute à la Variante Alta. Il a un stop and go pour avoir dépassé sous safety car. Alors là, celle-là, j'ai un petit peu de mal à la comprendre parce que il fait une erreur, mais les pilotes l'attendent. Après, effectivement, il aurait peut-être dû rester derrière les deux pilotes qui l'ont dépassé. Ça peut se comprendre. Mais donc le stop and go ne l'aide pas évidemment. Il repart en tête à queue tout seul au 38e tour. Voilà, on a senti quand même qu'il était un petit peu dans le mal Perez. Il a eu un problème évidemment sur son volant aussi, on l'a vu, hein, c'était extraordinaire pendant l'arrêt, justement pendant le stop and go, il était comme ça avec son volant en l'air à attendre qu'on puisse changer tout ça. Donc course compliquée pour Sergio Perez. J'ai pas envie de l'enfoncer parce que c'est pas après 2 grands prix qu'on va quand même le juger bien évidemment chez Red Bull, mais j'ai pas non plus envie, voilà, j'ai juste envie de dire, il a fait un mauvais grand prix, il y a eu un grand prix difficile pour lui, notons-le, ne le blâmons pas, mais ne faisons pas l'inverse non plus de dire de trouver moult excuses. Notons-le juste, s'il se multiplie, là par contre il faudra commencer à faire attention. S'il fait des bonnes perfs à partir du Portugal, on pourra dire c'était un petit souci comme ça qui est arrivé, il peut gérer quand même pendant la majorité de la saison. C'est comme ça je pense qu'il faut le prendre pour l'instant, ce qui s'est passé avec Perez. C'est un peu comme ça que j'ai pris aussi les débuts d'Alexander Albon chez Red Bull. Pareil avec Pierre Gasly, voilà, je pense que c'est la bonne manière de faire. Maintenant, si ça continue, on va voir ce que ça donne. Il a été top à Bahreïn, donc voilà, on va dire, avertissement peut-être sans frais, c'est que sa deuxième course, il n'y a pas de souci, mais il faut quand même noter que ça a été très compliqué pour lui aujourd'hui. C'est aussi à ça un petit peu que servent ces débriefs. Ça a été très compliqué pour Yuki Tsunoda aussi, hein, ce week-end. Dommage pour Yuki. Ah pardon, c'était 10 secondes de pénalité. Pardon Louis, c'est peut-être que maintenant ils mettent stop and go à chaque fois, mais oui du coup c'était juste... oui c'était 10 secondes et puis il a dû faire son arrêt derrière, mais bon, il y a quand même eu 10 secondes de pénalité, ce qui était donc décidé par la FIA. Yuki Tsunoda, bah écoutez, ma foi... c'est dommage, c'est vraiment dommage pour lui parce que voilà, on sait que le pilote japonais est pas mal. Maintenant, il a fait son gros crash hier, hein, il a eu son accident à la Variante Alta. Ça peut arriver, c'est normal, hein, c'est son deuxième Grand Prix en Formule 1. Là aussi, on va pas non plus le blâmer outre mesure. Il fait pas une trop mauvaise course. Après, il y a quand même ce tête à queue au restart. Il a les 5 secondes de pénalité parce qu'il dépasse un petit peu trop les limites de la piste. Donc voilà, c'était assez. Là aussi, c'était compliqué. En même temps, les amis, Yuki Tsunoda, c'est son deuxième Grand Prix en Formule 1. Pareil pour les autres rookies.
Ils arrivent et franchement, bah, on leur donne pas la partie facile avec Imola qui est déjà pas une piste simple. Et en plus, vous mettez ça sous la pluie, avec des conditions très grasses, très froides et tout. C'était vraiment très compliqué. Donc là aussi, Tsunoda, on note que ça va pas être un week-end top, mais on verra ce que ça donnera après. Giovinazzi 14e, donc je vous l'ai dit, il n'y a pas de souci, j'en avais parlé. Malheureusement, il y a eu ce problème, donc c'est arrivé au stand en plus, sinon il finissait dans les points, c'est vraiment dommage pour le pilote italien. Sébastien Vettel, alors classé 15e, mais abandon pour Sébastien Vettel. Bon. Oui, aujourd'hui, il n'a pas eu de chance. C'est sûr qu'effectivement, devoir partir des stands, c'était pas pratique. Avoir cette pénalité stop and go parce que les pneus n'étaient pas montés au signal, c'était pas top. Et avoir cet abandon sur le problème de boîte de vitesse, c'est pas top non plus, et c'est de la malchance. Je suis pas tout à fait... je suis vraiment pas... Il n'y a pas de problème pour moi avec Vettel. Là-dessus, sur le côté, il a eu de la malchance. On peut pas non plus maintenant se cacher derrière le fait qu'il n'y a que de la malchance pour Vettel. Il n'est pas à l'aise dans sa voiture, il n'est pas encore dans le rythme pour le moment. J'ose espérer que ça va revenir. J'ose espérer. Maintenant, moi, je pense que vu les dernières saisons chez Ferrari, vous allez me dire, oui, là, depuis l'arrivée de Binotto, l'ambiance n'était pas forcément bonne, ne prêtait pas à ce qu'il soit top. Certes, mais à un moment donné, si on cherche toujours des excuses, on en trouve tout le temps et on ne se concentre jamais sur les problèmes qui peuvent arriver. Là, tout à fait honnêtement, il n'est pas au niveau pour l'instant. Il se fait manger par Stroll et c'est quand même ça qui est assez difficile en fait, c'est que beaucoup ont dit « Oh, mais c'est bon, Vettel 5-2 plus champion du monde, il n'y a aucun problème, tout ça. » il va faire 2 bouchées de Stroll. On voit que ça va pas être facile du tout. Donc voilà. Mais après, c'est une nouvelle voiture, il faut apprendre, c'est une nouvelle équipe. Il n'y a pas eu beaucoup de roulage lors des essais hivernaux, donc je suis prêt à lui donner du temps. Mais attention les amis, c'est un quadruple champion du monde de Formule 1. Personnellement, je trouve que si on lui donne autant de temps pour se reprendre chez Aston Martin que par exemple Tsunoda pour apprendre les rouages de la Formule 1 chez AlphaTauri, là je trouve que c'est pas juste. C'est pas juste pour Tsunoda, c'est pas juste pour Vettel non plus. Il est censé quand même pouvoir se mettre beaucoup plus vite dans le rythme. Attendons de voir effectivement un week-end sans un seul problème, bien sûr, mais on va voir ce que ça va donner quand même. Mais voilà, si au Portugal, il n'a pas un souci de tout le week-end, il se qualifie 14e, il finit 11, là on va commencer à me dire, mais oui, mais ceci, s'il n'a aucun souci, s'il n'y a aucune excuse, là c'est quand même que ça peut commencer à devenir difficile pour Vettel. Si par contre, il n'a aucun problème, il se qualifie en Q3, ils sont 9 et 10 avec Stroll, et il marque des points en course, là on pourra commencer à dire qu'il commence à gérer les voitures. Parce qu'après, évidemment, je ne demande pas à Vettel qu'il finisse dans le top 5, sachant que la voiture, on est incapable pour l'instant, soyons bien d'accord. Mais je m'attends au moins à ce qu'il soit au moins dans le rythme de Stroll dans quelques Grands Prix. Je pense que c'est pas non plus, même si j'ai fait les éloges de Lance Stroll depuis tout à l'heure, je pense que c'est pas trop demandé qu'un quadruple champion du monde de Formule 1 soit au niveau de Lance Stroll dans quelques courses, même s'il découvre la voiture à l'équipe. Ça, je pense que c'est juste comme demande. Et puis les 2 derniers qui ont terminé ce Grand Prix, c'était donc effectivement Mick Schumacher et Nikita Mazepin, les 2 As. Écoutez, ça a été holiday on ice pour les As quand même aujourd'hui. Mick Schumacher, dommage ce crash sous safety car, bien sûr. Après, il fait ce qu'il peut. Il rentre au stand sous safety car, il se retrouve en intermédiaire alors que Mazepin est encore en pneu pour full wet, pardonnez-moi. Donc ça lui permet de prendre une grosse avance sur Mazepin. Après, voilà, encore une fois, ils ont un char à voile, ils font ce qu'ils peuvent. Ils n'ont pas fait trop de fautes d'ailleurs pour ce qui s'est passé. Mazepin, pareil, il a fait un petit attaqueur à un moment, mais sinon, c'est pas dramatique. Alors, il y a le crash avec Latifi. Il y a le crash avec Nicolas Latifi. Là, on va pouvoir en parler maintenant, les amis, avant de parler du crash Bottas-Russell. Mais donc, Latifi, on va en même temps débriefer sa course parce qu'il n'y a pas eu grand-chose. Mon avis à moi, c'est que c'est la faute de Nicolas Latifi. Alors, évidemment, dans un monde où tout le monde doit insulter Nikita Mazepin à la moindre tentative, c'est assez étonnant. Mais Latifi fait la faute de base, il fait son tête à queue. Ça arrive à tout le monde, il peut partir en tête à queue, il n'y a aucun problème, je ne l'inquiète pas là-dessus. Mais il remonte en piste, et il ne regarde absolument pas où est Mazepin. À un moment donné, Mazepin, je suis d'accord, c'est pas un top, et ce qu'il fait hier avec Giovinazzi en qualif n'est pas extraordinaire non plus. Mais à un moment donné, Mazepin, lui, il remonte. Il voit qu'il y a une possibilité, c'est-à-dire qu'il voit quand même Mazepin qui a une position à gagner avec l'As, c'est pas facile, donc il veut la chercher cette position. Il se retrouve là, et du coup, Mazepin est quasiment à la hauteur de Latifi, il se dit je vais passer, et puis Latifi il se met tranquillement, quasiment à le pousser dans l'herbe. Donc à un moment donné, je comprends, Mazepin il peut pas non plus piler à ce moment-là, ça se joue à un dixième de seconde. Donc oui, il y a contact, pour moi c'est clairement de la faute de Nicolas Latifi. Je vois que vous êtes d'ailleurs d'accord dans le chat, peut-être que vous serez d'accord aussi sur YouTube. À un moment donné, c'est
c'est très tendance de taper sur Nikita Mazepin, mais il faut aussi lui dire, en plus, à un moment donné, le pauvre, quand il fait quelque chose qui n'est pas de sa faute, voilà, il fait un peu ce qu'il faut. Effectivement, il voit pas forcément Mazepin dans ses rétros, voilà, tout ça, il n'y a pas de problème, ça peut arriver. Mais si on doit donner une faute, en tout cas, c'est plus pour Latifi. Et je pense que là, Mazepin n'a absolument rien à se reprocher. C'est dommage, Latifi. C'était une opportunité pour Williams, évidemment, de marquer des points sur un Grand Prix un petit peu foufou. Finalement, il y a quand même 16 voitures qui vont l'arriver dans un Grand Prix pareil. C'était assez surprenant. Et du coup, alors pourquoi avait-il eu que 10 secondes après son arrêt et pas au 10e tour? Je ne sais pas, Léo. Je ne sais pas. Du coup, je ne suis pas. Voilà. Malheureusement. Je peux pas te répondre à la question que tu as posée 2 fois. Ça, c'est la direction de course et Aston Martin que ça regarde, bien sûr. Du coup, le gros morceau qui arrive après déjà 45 minutes de débrief, c'est Bottas et Russell. Cet énorme accident qu'on a eu en bout de ligne droite, là. Bon, si on regarde les deux qui commentent l'accident, en gros, c'est la faute de l'autre, il n'y a pas de souci. Bottas a fait un doigt d'honneur à Russell aussi, on l'a vu dans le bac à gravier. Hein. Il a fait un petit fuck you. C'est assez compliqué pour moi, il y a quand même Bottas. À un moment donné, c'est une piste qui n'est pas large. Si Bottas laisse pas assez de place, ben c'est un peu compliqué, si vous voulez, quoi. C'est vraiment compliqué. C'est fait de course, mais en même temps, voilà, selon Bottas, on peut pas être à 2 fronts à ligne droite. Voilà, bah, mais à un moment donné, il fait plus de sport auto, Valtteri. Et en fait, le truc, si vous voulez, c'est que j'ai envie de le mettre sur Bottas, mais plus parce que son week-end a été catastrophique du début à la fin, en fait, si vous voulez. C'est ça vraiment le problème, c'est que il se qualifie déjà 8ème, déjà c'est honteux, avec la Mercedes, et aujourd'hui, voilà, c'était une catastrophe, vraiment. Il se retrouve à se battre, en fait, avec Russell. C'est ça le premier problème, si vous voulez. C'est qu'il se retrouve à se battre avec George Russell. On est en plus dans des conditions qui sont pas simples. Après, je peux comprendre aussi, Bottas avait pas forcément envie de se mettre trop à gauche pour aller dans la partie plus mouillée. Russell dépasse là où il peut. Voilà, c'est assez compliqué. Maintenant, Bottas, là, aujourd'hui, honnêtement, c'est pas un bon week-end du tout pour Valtteri Bottas, c'est pas un bon plan. Surtout que derrière, Hamilton, lui, tourne autour des autres voitures hein, quand il repart 9ème. Là, c'est un gros souci. C'est-à-dire que Russell, il a quand même failli, voilà, effectivement, comme le dit Rav dans le chat, il a quand même failli dépasser Bottas à la rivière avec une Williams. Là, j'ai un peu de mal. Là, j'ai pas l'impression de pouvoir trouver des excuses pour Valtteri Bottas pour ce week-end, et c'est ça le problème, c'est qu'à chaque fois, on pouvait un petit peu trouver des excuses, même quand on disait qu'il était vraiment très mauvais. Là, pour moi, il n'y en a pas. Donc, à un moment donné, il va falloir tirer des conclusions. Alors oui, et moi, ce qui m'inquiète, en fait, pour Bottas, c'est que ça peut devenir une spirale, véritablement. Ça peut devenir une spirale négative, c'est-à-dire que là... il commence à plus mettre un pied devant l'autre, mais dans sa tête, il est toujours en train de se dire, mais je vais battre Hamilton, je vais être champion du monde, tout ça, donc il va commencer à avoir de la colère, il va surpiloter, et ainsi de suite, et donc du coup, ça va se retrouver, ça va se retrouver catastrophique pour Bottas, donc là, attention à Valtteri Bottas, c'est vraiment dommage pour George Russell qui a fait un très beau Grand Prix aussi, hein. Belle course de George Russell malheureusement, belle qualif aussi, hein, mais on a l'habitude maintenant avec le Piat Williams, on a eu les 2 Williams en Q2, ça c'était très positif, et ils l'ont dit chez Williams, hein, il y aura des Grands Prix, ça va faire le yo-yo cette année, il y aura des Grands Prix, on pourra mettre les 2 voitures en Q2, pouvoir jouer des points si les événements sont avec nous. Donc voilà, mais pour Bottas, là, ça devenait très, très compliqué, ce Grand Prix. Voilà pour le débrief, les amis, je pense qu'on a bien évoqué ce Grand Prix du fabriqué en Italie et d'Émilie-Romagne. Le prochain Grand Prix de Formule 1, les amis, eh bien, ce sera le week-end du 2 mai sur le circuit, donc le magnifique circuit de Portimao au Portugal, où Fabio Quartararo a remporté le Grand Prix de MotoGP cet après-midi. On en parle jeudi dans le Racing Café, bien évidemment. Plein de rendez-vous, les amis, parce que ce soir, 21h30, c'est sur Canal Plus Sport. Si vous l'avez, eh bien, le départ de la saison d'IndyCar, le début de la saison, la première manche sur le Barber Motorsports Park. Romain Grosjean qui part de la 7ème position, c'est très très bien comme première qualif pour Romain Grosjean sur cette première manche pour lui en IndyCar. Il a fait 2ème du warm-up ce matin, donc c'est très bien aussi. Bien évidemment, enfin ce matin, cet après-midi, pendant le Grand Prix, c'est donc 21h30, le début de la saison d'IndyCar. Si vous ne pouvez pas regarder, les amis, la course, pour quelque raison que ce soit, eh bien rassurez-vous, demain je vous fais un débriefing, en tout cas un résumé vidéo, pardonnez-moi, un véritable résumé vidéo de la première manche de la saison d'IndyCar sur ma chaîne YouTube. C'est 21h30, bien, comme je viens de vous le dire 2 fois, 21h30, le départ de la saison
saison 2021 d'IndyCar. Et puis demain soir à 20h30, on va un petit peu en parler de cette première manche d'IndyCar avec l'ami Manu, mais on va surtout évidemment regarder un ancien Grand Prix de Formule 1 qui mène actuellement, tiens, parce que je vous ai donc mis sur mon profil Twitter, hein, allez sur Twitter les amis pour voir le vote. Pour l'instant, donc je rappelle que le vote c'est entre Reyes 97, Japon 2005, Brésil 2007 et Valence 2012. C'est Valence 2012 pour l'instant qui mène, mais vous pouvez encore voter jusqu'à ce soir minuit, les amis, donc n'hésitez pas. L'horaire ça dure 2 heures environ, une course d'IndyCar. C'est en principe 2 heures, c'est en général beaucoup plus proche des 2 heures que la Formule 1. Donc normalement vers 23h40 à peu près maximum, on devrait avoir le nom du premier vainqueur de la saison. C'est Pato O'Ward, le jeune Mexicain, qui part en pole position ce soir. On vous l'a évoqué dans l'interview de Simon Pagenaud ce jeudi dans le Racing Café et aussi dans les news. En tout cas, l'ami Pato O'Ward, il faut vraiment mettre une pièce sur lui cette année et garder vraiment un œil attentif sur le pilote mexicain de chez McLaren, de chez Arrow McLaren SP Star Wars. Le vote est sur mon Twitter, je te rappelle, je viens de le dire. Les amis, pour regarder demain, du coup, un Grand Prix de Formule 1. Merci d'avoir été là en tout cas, les amis. Max Verstappen, Lewis Hamilton, Lando Norris, c'est le podium de ce Grand Prix d'Imola. On en reparle jeudi 20h30 dans le Racing Café sur Twitch et on se retrouve lundi 20h30 aussi bien sûr pour regarder un ancien Grand Prix de Formule 1. À très bientôt, merci d'avoir été là, à la prochaine, ciao ciao.